Donc bonjour et bienvenue donc dans ce chapitre 11 pour lequel je vais essayer simplement de résumer les trois parties, grand 1, grand 2 et grand 3. Donc je vous conseille d'abord de voir avec moi donc, quelles sont les notions essentielles que vous avez à retirer de ces trois parties et ensuite d'en faire une carte mentale en mettant au centre le titre du chapitre, c'est-à-dire la dynamique newtonienne. Bien sûr, la première flèche et la première bulle vont servir à définir le vecteur quantité de mouvement. La quantité de mouvement, donc, voici sa définition. Vous voyez qu'elle est notée P, donc P minuscule. Ici, c'est un vecteur à l'instant t, c'est la multiplication de la masse par le vecteur vitesse à ce même instant t. Donc, ce que vous avez à retenir, c'est donc son expression. Ensuite, vous avez à retenir aussi les unités employées. La masse est en kilogrammes, puisque je suis dans le système international ici. La vitesse est en mètres par seconde, donc ce qui fait que la quantité de mouvement va s'exprimer en kilogrammes mètres seconde moins 1. Donc quelques petites remarques, mais qui se retrouvent très facilement, qui ne sont pas forcément à noter. Effectivement, le vecteur vitesse dépend du référentiel d'étude. Donc, puisqu'ils sont liés à une constante près qui est m, et bien P dépend également du référentiel choisi. Ensuite, ces deux vecteurs sont collinéarés de même sens, puisque m est une grandeur positive. Ensuite, eh bien, si vous avez un système qui est constitué de plusieurs sous-systèmes, eh bien, vous allez pouvoir écrire que la quantité de mouvement de votre système total va être égale à la somme des quantités de mouvement des différents sous-systèmes. Donc voilà, en ce qui concerne cette première partie. Maintenant, la deuxième partie, on va aller assez vite aussi, puisqu'elle concerne la loi de Newton, la première loi de Newton, encore appelée principe d'inertie, qui a déjà été vue en classe de seconde. Alors, donc, bon, c'est la première fois que je le tape. D'habitude, donc, je fais les élèves écrire. Donc vous allez devoir, bien sûr, comme tout, donc c'est pas parfait, c'est ça que je voulais dire, moi j'ai marqué ici simplement choix du système, forcément c'est et du référentiel, et vous allez voir que effectivement les lois de Newton ne s'appliquent que dans des référentiels qui sont dits galiléens. On va rappeler la définition tout à l'heure de tel référentiel et rappeler quels sont les référentiels qui sont galiléens. Ensuite, on va faire un bilan des forces extérieures. Vous avez défini votre système, vous regardez qui agit sur votre système. Et ensuite, on va définir les notions de système isolé ou pseudo-isolé, qui sont deux notions très proches. On choisit donc le système dont on étudie le mouvement, c'est ce que j'ai marqué. Normalement, le référentiel doit être galiléen. Ensuite, on va faire le bilan des forces extérieures appliquées au système, en faisant l'inventaire, comme indiqué ici, des interactions. C'est ce que vous avez fait en classe de seconde, pardon. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'un système isolé ? C'est un système qui n'est soumis à aucune force. Pseudo-isolé, c'est un système qui est soumis à des forces qui se compensent. Auquel cas, dans les deux cas, justement, eh bien, vous avez somme des forces extérieures qui est égale au vecteur nul. Je vais simplement vous donner un exemple. Imaginons par exemple qu'ici vous preniez le système valise, eh bien, qui est en interaction, qui agit sur votre valise, quels paramètres extérieurs agissent sur votre valise pour la faire se déplacer. Eh bien, vous utilisez une corde, donc effectivement cette corde agit sur la valise. On pourrait mettre ici donc corde, valise, puisque c'est mon objet d'étude. Ici donc corde. Là, vous voyez, c'est en pointillé, c'est parce que c'est une action mécanique à distance. L'action mécanique à distance, c'est l'action exercée par la Terre sur notre système. Ici, on peut mettre, par exemple, votre valise, elle est posée sur le sol, donc elle subit ce que l'on appelle la réaction du sol. Donc le sol, et là, effectivement, c'est l'air. Cela va correspondre à ce que l'on appelle la force de frottement fluide. Donc maintenant, le principe d'inertie, vous regarderez un petit peu. J'ai simplement énoncé la loi initiale. Là, je vous en demandais un énoncé plus actuel, et comme je vous ai précisé, effectivement, le premier
la première loi de Newton ou le principe de l'inertie s'applique dans des référentiels galiléens. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel galiléen? C'est un référentiel dans lequel les lois de Newton s'appliquent. Donc, ce que l'on va utiliser comme référentiel, les référentiels dont je vous ai parlé dans le premier chapitre sur la mécanique, ce sont les référentiels terrestres. En théorie, vous avez les référentiels en mouvement rectiligne uniforme aussi, qui sont sur Terre considérés comme des référentiels galiléens. Ensuite, vous avez des référentiels, le référentiel géocentrique et le référentiel héliocentrique. Comment est-ce qu'on va en énoncer l'énoncé, le principe de l'inertie, en essayant de tout mettre dans l'ordre et en regardant, vous allez lire un petit peu ce qui était marqué ici. Alors vous allez donc pour un système donc étudié dans un référentiel galiléen, si il est isolé ou pseudo-isolé, c'est-à-dire que la somme vectorielle des forces extérieures qui lui sont appliquées est égale au vecteur nul, alors soit il est immobilé, le reste, soit son mouvement est rectiligne et uniforme. Donc ça implique effectivement que le vecteur vitesse est égal à une constante, est un vecteur constant. Et bien dans ces cas-là, la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si vous avez un système qui dans un référentiel galiléen a un mouvement rectiligne et uniforme, alors il est soumis à des forces qui se compensent, ou il n'est soumis à aucune force. Donc la conséquence du principe de l'inertie, eh bien, ça va être l'application à la propulsion par réaction. Conséquence du principe de l'inertie, donc c'est ce que j'ai noté. Si un système est isolé ou pseudo-isolé, alors la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul, ce qui veut dire que le vecteur vitesse est constant. Ça veut dire que puisque la masse, si la masse est en plus constante, eh bien, le vecteur quantité de mouvement est constant aussi. On dit que la quantité de mouvement est conservée et réciproquement. Donc c'est ce que vous allez avoir ici. Si un système est isolé ou pseudo-isolé, alors la quantité de mouvement est égale à un vecteur constant. Le vecteur quantité de mouvement, si on est vraiment rigoureux, est égal à un vecteur qui est une constante. Donc vous avez vu la propulsion par réaction, c'est une application de la première loi de Newton. 2 exemples ont été vus en activité expérimentale 15, c'est le lancer de boulets de canon et le décollage de la fusée Ariane. Au moment du lancer, on considère que le système boulet plus canon est pseudo-isolé, donc la quantité de mouvement se conserve. Donc vous avez donc M fois V ici. Alors bon, le fléchage n'est pas bon, hein. Il faudrait mettre une flèche ici et une flèche ici. Eh bien, M fois le vecteur petit v est égal à grand M fois le vecteur grand V. Cela a été fait en correction de cette activité justement, lundi. Ensuite, donc, le décollage de la fusée, on considère le système fusée plus combustible comburant, donc l'ensemble, comme pseudo-isolé. La somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Or, à l'instant t égale 0, la fusée est immobile, donc on peut considérer que sa quantité de mouvement est égale au vecteur nul. Et à l'instant du décollage, eh bien, on va pouvoir considérer que P du système est égal à P fusée plus P gaz, vecteur P fusée plus vecteur quantité de mouvement P gaz, eh bien, est égal au vecteur nul. On retrouve une relation que l'on a exploitée en cours lundi. On va pouvoir appliquer aussi ceci au cours de certains chocs. Le système, par exemple, au cours de certains chocs, le système va être considéré comme pseudo-isolé, donc il y a conservation de la quantité de mouvement, d'où la relation écrite ci-dessous. Alors, ici, on considère donc que ce mobile 1 est, donc avant le choc, eh bien ce mobile 1 est à l'arrêt, alors que le mobile qui est ici est en mouvement. Sa quantité de mouvement est égale au vecteur P1. Après le choc, eh bien chacun des palets a
un vecteur vitesse qui est orienté dans une direction. Et qu'est-ce que l'on va pouvoir dire? Eh bien, on va pouvoir dire que P1 plus P'1, qui est le vecteur quantité de mouvement du deuxième mobile, eh bien, va être égal à P1, puisqu'il y a conservation de la quantité de mouvement. C'est-à-dire que P avant, qui est égal à P1, vecteur P1, va être égal à la somme des quantités de mouvement des deux mobiles séparés. Donc P'1 plus P'2 qui est ici. Vous verrez ceci en application dans un exercice sur le billard. Alors maintenant, donc, on va rappeler aussi ce que l'on a vu en activité expérimentale. En activité, on a vu qu'au cours de l'éclatement du système constitué des deux palets, il y a conservation de la quantité de mouvement. Donc avant, on a une quantité, puisque les deux sont immobiles, la quantité de mouvement est égale au vecteur nul. Eh bien, on constate qu'effectivement, par construction, au cours de l'éclatement, après l'éclatement, il va y avoir conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire que la quantité de mouvement du mobile 1 plus celle du mobile 2, eh bien, va être égale, elle aussi, au vecteur nul. Donc ici, vraisemblablement, vu la longueur des flèches, les deux mobiles sont identiques.